Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Cette fois, on se retrouve pour débriefer les dernières manches Superbike et surtout la saison à venir. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver les experts Superbike du podcast, Stéphane et Pierre. Comment vous allez les garçons? Allez, salut, bonne année à tous. Toujours champion du monde. Ça va super, merci. Ah bah ça va très bien, belle année à tous. Belle année en rouge pour Pierre. Il y a des choses qui vont pas bouger pour les prochaines années à venir, je crois. Non, je crois pas. Et cette semaine, on a un invité avec nous, François, qu'on commence à connaître un petit peu parce qu'il a déjà fait plusieurs épisodes. Comment tu vas, François? Eh bien, bonjour tout le monde, ça va, tranquille, hein. Ravi de participer au podcast, et puis voilà. On est très content de t'avoir aussi. On a hâte de connaître ton avis sur cette saison, la saison 2023 et celle à venir. On va commencer rapidement. On va faire un petit tour du côté du Super Sport 300 sur la fin de saison 2023. Donc le champion du monde cette année, c'est Jeffrey Bruce. Oh là. Le champion du monde cette année, c'est Jeffrey Bruce. Je n'ai pas Vraiment, désolé monsieur si tu passes par ici. Donc sur une Kawasaki avec 207 points, suivi de José Luis Pérez González, toujours plus long le nom de famille, toujours sur une Kawasaki avec 200 points, et suivi par Mirko Djene avec 180 points. Le premier et seul français, c'est Samuel Dissora sur une Kawasaki, 11e avec 98 points. Il a fait 2 podiums avec deuxième en course 1 à Assen et deuxième en course 1 en Catalogne. On va passer assez rapidement sur cette catégorie parce qu'on n'est pas très assidu dessus, mais Pierre, il me semble que tu avais des choses à dire. Ouais, rapidement, j'ai pas beaucoup regardé, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de courses dans l'année sur plein de catégories différentes, donc c'est vrai que souvent, c'est la catégorie qui saute le plus vite pour moi, c'est celle-là, hein. C'est vraiment la dernière catégorie que je regarde si j'ai le temps et si j'ai l'envie. Non, je voulais juste revenir sur Jeffrey Bruce. On se souvient qu'il avait gagné son premier titre en 2020. Il avait tenté un passage raté en Super Sport 600. Et là, voilà, le titre s'est joué jusqu'à la dernière course de cette saison avec González qui a gagné la course, mais il s'est fait déclasser parce qu'il était déclaré responsable d'une conduite irrégulière. Mais de toute façon, Bus avait géré sa course, hein. Il devait absolument finir dans le top 13 pour gagner ce titre. Et il a fini 11e en regardant souvent par-dessus son épaule parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'était détaché et le groupe qui était derrière lui ne revenait pas sur eux de toute façon. Donc voilà comment il s'est assuré le titre. Et concernant Samuel, donc notre Français, il a fait un beau début de saison, comme tu l'as souligné. Il a fait P2 et P6 à Assen, donc en ouverture. Et puis en ouverture pour le 300, parce qu'il n'y a pas l'Australie pour eux. Et il a fait aussi P2 en course en Catalogne, la course suivante. Mais ensuite, j'ai pas trop compris. Il a perdu la tête en course 2. Il se prend un long lap pour conduite irresponsable. Il se prend un deuxième long lap pour conduite irresponsable dans le long lap. Il fait une chute et il abandonne. Et après, je pense qu'il a perdu le mood, ou il a perdu confiance parce qu'il a raté pas mal de courses. Il a fait quelques top 10 et sa meilleure place suivante, c'était un top 5 seulement. On l'avait connu des saisons avec lui, on en reparlera tout à l'heure, plus proche des top places. Là, il finit 11e. Voilà, un peu dommage. Ouais, je me souviens de cette course, il avait fait un peu un effet chien fou, un peu comme on peut le voir en Moto 3 avec les plus jeunes. C'était un peu incompréhensible entre le début et cette fin de course, c'était assez bizarre. Mais tu sais, ça fait un peu l'effet, il s'est passé trop de trucs positifs d'un coup et du coup, je sais plus ce qui se passe dans ma tête, dans mon casque quand je suis en train de rouler, quoi. C'était un peu étrange. Bah, merci pour ce petit résumé. On va passer tout de suite au Super Sport 600. On va faire un point rapidement sur les 3 dernières courses de la saison, puisque la dernière fois qu'on s'est eu au micro, les garçons, c'était avant les 3 dernières courses pour clôturer la saison 2023.
Ensuite, il y a eu la manche espagnole le 29 octobre. Côté de l'Espagne, en course 1, c'était Boulega, Manzi et Caricasulo qui se retrouvaient sur le podium. Et en course 2, c'était Boulega, Manzi et Onchou. Vous allez voir, Boulega est quand même assez souvent sur le podium sur la fin de saison. Ensuite, c'est suivi avec Portimao le 29 septembre. On a eu Boulega, Manzi et Navarro sur la course 1 et Manzi, Boulega, Montelo sur la course 2. Et on a fini la saison à Aragon avec Boulega, Schroeter, Montella en course 1 et en course 2, Boulega, Manzi, Caricasulo. Donc vraiment, il y en a un qui n'a pas bougé. Il avait planté sa tente sur le podium et il s'est juste fait déplacer d'un pays à l'autre. Et donc on a fini la saison avec le champion du monde sans grande surprise avec Boulega sur une Ducati. Qui ça étonne ici? Personne avec 503 points, suivi de Manzi sur la Yamaha avec 408 points et suivi de Schroeter sur la MV Agusta avec 294 points. Caricasulo n'a pas démérité puisqu'il était à 258 points et on a deux bises qui terminent 5e au classement avec 181 points. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison 2023 côté 600 les garçons? François, est-ce que tu veux nous dire un petit peu? Moi déjà, ce championnat en Super Sport 600, j'adore vraiment. Ces motos-là, c'est vraiment dans mes préférés. Donc bon après, mis à part Boulega qui a roulé sur le championnat et ça a un peu gâché le suspense pour la première place, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un championnat super intéressant. Je pense que en tant que Français, De Bise a une chance de ouf et il est capable d'aller chercher je pense, un top 3 sur une saison complète avec une moto qui peut être fixée un petit peu plus à son goût et avec les réglages qu'il veut vraiment. Ouais, je te rejoins là-dessus. Il avait besoin, je pense, d'un peu plus de flexibilité, entre guillemets, et de souplesse sur sa moto, j'ai l'impression. Mais il n'a pas démérité. Franchement, un top 5, c'était vraiment une bonne saison pour lui, avec ce qu'il l'attendait, ce qu'on en pensait en début de saison. Oui, surtout que Debise, il faut rappeler qu'il a loupé alors 2 ou 3 épreuves cette année, Ouais, parce qu'il a été malade. Et après, oui, c'est sûr que quand tu vois, on va dire, le communiqué Facebook de la rupture entre Debise et le GMT, bon, on sent que, bon, c'était peut-être pas en meilleur terme pilote et team, donc peut-être qu'avec une équipe, avec voilà, un team qui l'aurait mis peut-être plus à l'aise, avec peut-être, je dirais pas plus d'expérience, mais bon, ouais, comme un team comme à l'époque le Bardal et tout ça, peut-être il aurait pu être un peu mieux classé. t'en penses quoi, toi, Pierre? Ouais, concernant Debise, voilà, je pense qu'avec la R6 du GMT, il y a parfois eu du mal à trouver les bons réglages, mais il se montrait souvent rapide quand il avait la bonne moto, j'ai envie de dire. Mention spéciale à ces deux podiums à Manicourt à la maison, hein, circuit qu'il connaît bien. Enfin, par rapport au team, c'est vrai que ça semblait pas être les meilleurs. Après, Debise, il a un certain caractère. Je pense que Christophe Guyot aussi. Et puis, des fois, ça Ça matche match. pas. Hein, ou ça, Ouais, voilà, c'est ça. ça matche pas. Avec Luisel, ça marchait très bien. Voilà, c'est comme ça. Mm, Bon, on fera un petit point un peu plus précis sur le VMT tout à l'heure. c'est ça. Euh, mais en attendant, on a quand même encore une fois les rouges au top de la catégorie, puisque c'est Boulega qui remporte le championnat cette année. Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de la saison de Boulega et la saison de Ducati globalement dans cette catégorie? Ouais, alors après, voilà, c'est la première fois où Ducati gagne ce championnat. L'année dernière, Poulega finit vice-champion, je crois, ou troisième, j'ai un doute. Mais il n'avait pas gagné. C'est la première fois qu'il gagne et que Ducati gagne. Et d'ailleurs, François, je me permets, on dit plus Super Sport 600 parce qu'il y a il y a plus que des C'est 600 plus. maintenant. Oui, c'est vrai. Donc j'ai noté avec 10 pôles et 21 podiums, dont 16 victoires en 24 courses. C'était la saison de la consécration, hein, pour Boulega qui n'a pas vraiment connu la difficulté. À noter quand même que Manzi, avec 17 podiums, n'a pas démérité et prouve qu'avec une Yamaha R6, on peut largement faire de belles performances dans ce championnat. La deuxième Ducati, elle est quatrième, hein, donc il ne faut pas non plus dire que Ducati écrase tout et qu'il y a des injustices partout. Il y a quand même un bon niveau, Oui, on va pas se cacher sur le fait que Ducati, que ce soit dans toutes les catégories, que ce soit en vitesse comme dans beaucoup d'autres catégories, et on l'espère en motocross, oui, c'est l'année prochaine hein, qui viennent en motocross, on est d'accord. je crois que 2025, ouais, ils ont un projet, ouais. Donc ils ont le niveau, les connaissances et l'expertise pour être au niveau. Donc même finir quatrième, quand tu as ton champion qui est en tête et qui gagne le championnat,
c'est pas déméritant et franchement, il y a du potentiel. Donc, Mm. Après, ils sont en tête, mais qu'avec une moto, hein. Comme en 1000, là, Ducati sont forts avec Boulega, parce qu'après Caricasolo, il est quand même loin de Boulega. Ouais, à Tu vois, moitié moins de points Caricasolo, presque. il a quand même que 258 points, quand Boulega en a à peu près 500. oui, mais c'est parce qu'il est pas passé par la VR46, Stéphane, c'est tout. Et Non, il a pas... non, mais parce qu'après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Boulega, en fait, c'est un pilote un peu lambda qui a une bonne moto. Et lui, c'est vrai qu'il dit toujours que lui, bah, c'est le seul à savoir faire fonctionner sa moto. Donc, voilà, il y a toujours un peu de pondération par rapport à Ducati. Voilà, c'est plutôt, moi je trouve que c'est quand même plutôt la combinaison Boulega Ducati qui a Ouais. été forte cette année et pas que, pour moi, et pas que Ducati. Bah après, tu fais le même parallèle qu'on fait souvent en MotoGP, c'est que les motos, elles se conduisent pas toutes seules en fait. C'est bon, elles ont très bonnes, elles ont un bon potentiel, mais si le pilote sait pas la conduire, il ira pas plus loin D'accord. que la distance. Donc, Mhm. Ouais, et puis il y avait beaucoup d'interrogations par rapport du coup à la cylindrée aussi de la Ducati quand ils ont un peu changé le règlement. Et je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à intégrer ces Ducati-là et garder un championnat qui reste assez égalitaire avec qu'on ait une Yamaha ou une Ducati ou une autre moto, quoi. Mais bon, mm. après quand même, la Ducati avec Boulega, ils étaient clairement un ton au-dessus de tout le monde, hein. Bon, on les a vus de toute façon. Enfin, nous, pour le coup, avec Stéphane, on était sur place, et François, toi aussi, à Magny-Cours, mais la course, enfin, les courses, Boulégat, t'avais l'impression que juste il partait, Et puis et ouais. il y avait un squid s'il y avait quelqu'un derrière. Mais ça me permet de rebondir sur Mandy, comme vous disiez, qui n'a pas démérité non plus, qui a pas démérité non plus cette saison, qui a quand même fait des très bons résultats, qui a fait des podiums, et c'était assez drôle de voir la frustration, le côté très italien, très l'ego quand on prend un coup, quand il était sur le podium derrière Bouliga. Par contre, ça c'était vraiment drôle à voir. T'en as pensé quoi, toi, François, de la saison de Mandy? Je l'ai trouvé pas trop mal. Enfin, même pas trop mal. Il fait une vraie belle saison, hein. C'est presque une saison de champion. Enfin, quand tu mets 408 points dans une saison, c'est pas anodin. Après, voilà, encore une fois, il n'y avait vraiment pas de débat sur le niveau de Boulega et l'alchimie qu'il avait avec la machine. Donc, en vrai, je peux comprendre la frustration de Manzi, mais c'était vraiment pas la bonne saison pour être champion quand t'as un Boulega à cette forme-là, quoi. Après, de toute façon, on pourra le voir dans 1 ou 2 ans, en fait, si vraiment Ducati domine tout, bon, tu peux dire que le pilote il fait, mais que la moto il fait beaucoup, et peut-être qu'après ils reverront peut-être les équivalences de poids, de puissance et tout ça. Ouais. Et vous vouliez parler de Verdoya aussi cette saison, parler un peu de sa saison. Pierre, qu'est-ce que tu voulais rajouter dessus? Ouais, Verdoya, bon, il était pas titulaire cette année. Il a remplacé pendant 4 rounds, je sais plus qui, mais au sein de l'équipe Yamaha Thaïlande. J'ai un doute sur la personne. Bon, sans grand résultat. Non. Voilà, donc il est parti faire autre chose. Et je pense que c'est pas plus mal. Pour en revenir, je fais plus largement un petit récap de la saison des Français. On a eu aussi Lucas Mayas qui a remplacé Canancho qui s'était blessé. Oui, c'est vrai. Mais pareil, sur ses piges de remplacement, c'était pas beaucoup. Après, il n'avait pas la meilleure moto non plus, mais Ouais, c'était pas le meilleur Kawa, hein. ouais. Là, pour le coup, le pauvre. Ouais. Et j'ai noté aussi qu'il y avait le jeune Glimbert, donc qui a fait une belle wildcard à Manicourt. Il est rentré 2 fois dans les points sur les 2 courses et ensuite il a fait l'Italie avec. Il n'est pas rentré dans les points, mais c'était intéressant. Donc c'était vraiment pas mal pour un jeune en wildcard. C'est ça. Qu'on supposait d'ailleurs passer au GMT en 2024 et qui finalement partira en CEV Moto 2 cette année avec Promo Racing Team du coup. Donc on va pouvoir le suivre parce que c'est un bon. On sait que le championnat espagnol est un bon tremplin aussi pour les pilotes, donc pourquoi pas le voir un peu plus haut par la suite. Bah, disons qu'il visait le super sport, mais apparemment, il aurait été plutôt conseillé de viser encore plus haut que le super sport s'il voulait, s'il voulait rentrer dans le moto GP Circus, et du coup, c'est pour ça qu'il est plutôt parti en Espagne plutôt qu'au GMT, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à Manicourt, il y avait beaucoup de tractations entre le clan Gimbert et le GMT et Yamaha. Et je pense que s'il n'était pas parti en Espagne, il serait parti, je pense, dans le team de Guyot. Peut-être que je me trompe. Mais apparemment, on lui aurait conseillé de faire autre chose, et c'est pour ça qu'il est parti plutôt en Espagne que faire le mondial.
Bah, c'est vrai que ces dernières années, les seules entrées qu'on a vues dans le mondial, les seuls transfuges du championnat Superbike, c'était des pilotes qui sont plutôt passés par le CEV Moto 2 et qui sont arrivés après directement au championnat du monde Moto 2, quoi. C'est vrai que Super Sport Moto 2, ça se fait pas, ou ça se fait plus en tout cas. Donc voilà, tenter d'abord l'Espagne, et puis ça peut être une porte d'entrée pour le Moto 2, le championnat du monde Moto 2 directement par la suite. C'est ça. Faut savoir aussi en CEV Moto 2, il n'y a pas énormément de très bonnes motos disponibles. Elles sont pas folles et pour le coup, il s'est dégoté une moto qui est pas dégueu. De ce que j'en ai lu et de ce que j'ai compris et des retours qu'on a pu avoir sur son choix. Donc je pense qu'il a mis les bonnes choses de son côté. Et aller en Espagne, c'est pas un mauvais choix. Donc à voir ce que ça donne sur la saison à venir. Ouais, moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce qu'en effet il a dégoté une moto vraiment pas trop mal, donc ça va être un pilote à suivre je pense. Ou après, il peut se faire une Ouais. expérience, et si ça marche pas, il peut toujours revenir en super sport. Et puis au pire, il reviendra en FSBK. Non, c'est pas sûr, mais peut-être en mondial. On va revenir rapidement, les garçons, sur la fin de saison du Superbike pour pouvoir parler de la saison à venir. Mhm. Côté Superbike, du coup, en Espagne, sans grande surprise, en course 1, c'était Bautista, suivi de Toprak et de Locatelli. En Superpole, Bautista, Agarter et Rea. Et en course 2, Bautista, Toprak et Agarter. Donc, que des noms un peu récurrents. Du côté du Portugal, on a eu en course 1 Bautista, Toprak, Rea. En Superpole, Bautista, Toprak, Locatelli. Et en course 2, Bautista, Toprak, Rinaldi. Et pour finir en Espagne, pour finir la saison, on a eu en course 1 Rinaldi, Toprak, Rea. En Superpole, Bautista, Rea, Toprak. Et en course 2, Bautista, Toprak, Rinaldi. J'ai l'impression de jouer au jeu des 7 erreurs quand je refais ces podiums. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et donc, ça n'étonne personne. Et Pierre, c'est un plaisir de le faire savoir à tout le monde. C'est évidemment Bautista qui finit ce championnat avec le titre de champion du monde, avec 628 points, suivi de Toprak avec 552 et Rea avec 370. Donc, il y a quand même un fossé entre les deux. Le top 5 se compose de Locatelli avec 327 et Rinaldi 251. Et du côté des Français, notre cher Loris Baz finit 16e avec 60 points. Cette saison, Stéphane, qu'est-ce que tu en as pensé? Et Florian Marino qui marque un point. Aussi, tu fais bien de le rappeler. J'ai pensé, oui, bon, alors, c'est un peu le copier-coller du Super Sport. T'as Bautista qui était intouchable avec sa Ducati. Ils étaient clairement au-dessus du lot. Oui. Par contre, on a senti que Toprak, lui, il a vraiment poussé sa Yamaha, je pense, à 110% du potentiel de la machine, et il s'est accroché jusqu'à la dernière course pour essayer de remporter le titre. Mais c'est vrai qu'il a jamais réussi à combler ce gap. Après, Ray, malheureusement, lui, il a souffert d'une Kawa qui est de plus en plus vieillissante. Et après, côté français, Loris Baz, il a souffert du manque de perfo des BMW. Et plus handicapé en début de saison par l'accrochage avec Loves qui lui avait arraché le pied. En plus, je relève, j'avais les statistiques là sous les yeux de la saison. Ce qui est assez impressionnant sur Toprak, c'est que en effet, il a poussé, comme tu dis, sa moto à 110%. Il paraît pas si loin que ça de Non. Bautista parce qu'ils n'ont pas un énorme écart de points. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'ils ont fait tous les deux autant de courses, autant de pôles, mais que Toprak a fait plus de podiums que Bautista sur la saison, puisqu'il en a fait 33 contre Bautista et qu'en a fait 31. Par contre, Bautista a gagné 27 fois quand Toprak a gagné 7 fois, quoi. C'est ça. Donc il y a vraiment, c'est des stats, moi je trouve ça fascinant les statistiques à chaque fois en fin de course. Mais t'aurais pu te dire, Toprak est quand même favorisé par son nombre de podiums, mais en fait pas du tout, ça se joue à pas grand chose au final, entre la seconde place et la première place, mais ça fait quand même le gap de fin qui permet à Bautista de s'éloigner très vite de la concurrence. Après, Bautista était propre, il a toujours quand même fini quand même dans les premiers, il est quand même rarement tombé. Il a quand même réussi à chaque fois à partir très vite. Sur 36 courses, il fait 31 podiums, donc c'est que c'est vraiment ultra régulier aussi, quoi. Il est loin le Bautista de la première saison où il est tombé à peu près à toutes les courses de la deuxième partie de saison. En 2019, ouais.
Bon, et Pierre, cette saison pour Ducati alors? Ouais, bah tu m'as volé l'instant stat, mais c'est exactement ce que j'ai noté. C'est la domination impressionnante de Bautista. Comme tu l'as dit, 27 victoires pour 31 podiums sur 36 courses. Et ce que j'ai noté surtout, hein, c'est que Razgatlioglu, Stéphane, tu l'as très bien dit. Voilà, il a joué le titre jusqu'au bout avec une moto qui était clairement de ça, mais qui l'a amené par contre vraiment à la limite partout et il l'a tordu dans tous les sens. Et il rapporte quand même 7 victoires et 33 podiums avec cette moto. J'ai noté aussi que seulement 2 autres pilotes ont gagné une course cette saison, et chacun une fois, donc c'était Rinaldi et Rea. Donc voilà, il n'y a que 4 pilotes qui ont gagné des courses cette année, pour 36 courses, et que 2 pilotes donc, qui ont gagné plus d'une course. Ah, voilà la domination de l'Espagnol et du Turc. Et je sais que le Turc, là où il était très fort, c'est vraiment sur lui, sur les freinages, en fait, où il a vraiment réussi à pousser là. Je pense que c'est là où il fait la différence avec Yamaha, quoi. Ouais, et Rea, sa seule victoire, je crois que c'est vraiment grâce à un choix de pneus sur une course un peu tricky, et il fait vraiment le bon choix par rapport à la pluie, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais il y a aussi, en plus de ça, quand on parle de Ducati, Rinaldi qui est chez Ducati aussi, enfin, pour le coup, sur 36 courses, du coup, il y a quand même 32 courses gagnées par des Ducati. Donc, encore une fois, quand tu parles de Mm. domination, Pierre, là, il n'y a vraiment pas, il y a pas de question à se poser sur ce qu'ont fait les Rouges cette saison. Mm. Et pareil, Rinaldi, c'est le deuxième pilote Ducati, en fait, avec 250 points Ouais, derrière. mais il faut quand même noter qu'il y a d'abord 2 Yamaha dans le top 5 avant d'avoir 2 Ducati, hein, donc, C'est ça. avec le Catelli. Donc encore une fois, oui, la moto est rapide, mais il y a quand même le pilote qui fait la différence, hein, parce que ni Petrucci, ni Bassani, ni Rinaldi n'ont fait ce qu'a fait Bautista. Ouais, mais là où Rinaldi c'est moins fort, c'est que lui, il avait la même moto que Bautista, que Bassani, lui avait la moto de l'année dernière, par contre. Et il finit qu'à 2 points de Rinaldi. Mm. Donc tu vois, c'est quand même la performance de Bassani est quand même plus intéressante que celle de Rinaldi. Et voilà. Bon, Ouais, bah sans alors spoiler, mais je comprends. il finit qu'à 2 points de Rinaldi parce qu'il l'a mis par terre, non? Ah, mais ça fait partie de la course. Ouais, à côté de ça, on a quand même enfin, une domination, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, mais entre Ducati, sur tous les constructeurs qu'il y a sur le paddock cette saison Mm. en Superbike, à part Ducati, Kawasaki et Yamaha, les autres, ils sont vraiment en déclin parce que les Honda finissent loin, les BMW aussi. C'était pas une super saison pour eux cette année. Non, et c'est vrai que BM, ils ont quand même 4 motos, enfin 4 motos officielles pour le coup. Ils ont quand même une puissance financière. Et quand tu vois en fait la moto qu'ils ont pondue, tu te dis, mais ils sont quand même loin du compte en 2023. Mm. En plus, ils investissent beaucoup, Mais, on le sent, qu'ils ont beaucoup d'ambition. Ils ont 4 motos Mm. officielles, même s'il y a un team factory, un team privé. Et ils ont recruté à chaque fois un top pilote chaque année. Ils sont allés débaucher Van der Mark, ils sont allés débaucher Redding, et là ils vont débaucher Toprak. Et à chaque fois ça marche pas, hein. Non, mais oui, enfin, les 4 pilotes, ils ont le même statut, hein. Chez BM, c'est Mm. vraiment 4 officiels, avec les ingénieurs du BMW sont chez Bonovo et chez le team usine. Mais ils ont vraiment mis l'argent sur les deux structures. Et toi, pareil, tu disais, François, que c'était une déception BMW cette année, tu rejoins ce que disent les garçons, du coup. ouais, grosse déception de BMW. Bah, quand tu vois la moto qu'ils sont capables de faire, et comment ils vendent leurs produits, quand tu vois ce que ça donne vraiment en course, et l'investissement qu'ils mettent, et les résultats, c'est quand même très 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 décevant. Parce que c'est une marque qui doit jouer devant, c'est une marque qui doit venir jouer dans un top 3. Et quand on voit les résultats, c'est vrai que c'est très décevant. Alors maintenant, avec Toprak, j'ai de grands espoirs, je vous le dis. Euh, je pense que Toprak, il peut faire vraiment des merveilles avec pas grand-chose. Il a un talent de pilotage exceptionnel. Euh, je sais pas si ça pourra faire une même saison que ce qu'il faisait avec Yamaha, mais sur 2 ans, j'ai espoir qu'il y ait la deuxième saison avec quelque chose de solide. Alors bon, je sais pas si on embraye sur le 2024, mais là où Toprak qui joue gros, c'est-à-dire que il va quand même dans une écurie qui a pas des bonnes motos, on va le dire clairement. On sait que lui, il peut pousser la machine un peu au-delà de ses limites, peut-être que ce que ne faisait
pas aussi bien les 4 pilotes BMW 2023. Peut-être que Toprak il mise aussi sur le team test, comme il disait Pierre avec Guntoli. Mais c'est vrai que ça quand même ça prouve que BMW veut vraiment gagner le titre en mondial. Bah, parce que pour l'instant, les seules choses qui gagnent BMW, c'est le FSBK et C'est les ça. courses sur route comme le TT ou Macao, ce genre de choses. Mais après, ils sont nulle part. Non, Et ou ils ont pas gagné encore. en FSBK quand même. Ah, C'est mais je vrai, mais respecte, c'est une hein. bonne. Bon, on va finir rapidement sur 2023 avant d'enchaîner avec 2024. Pierre, tu faisais remarquer aussi, on en a parlé en côté super sport, mais la pige de Mayas à Manicourt et la pige de Florent Marino à Aragon, côté Ouais, français. Donc c'est toujours agréable de voir des Français venir rouler dans les catégories, même si c'était pas ce qu'on attendait. c'est ça. Bah, Stéphane l'a souligné, Florian Marino arrive à arracher un point à Aragon. Maya Samanicourt, pareil, sur une moto Kawa. Hors d'âge, truc qui date des années 80, j'ai l'impression, bref. Euh, non, mais, non, mais voilà, ils pouvaient rien faire de toute façon, c'était sûr. Et puis Honda, c'est pareil, il y avait Honda, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent quoi que ce soit cette année, hein. Je trouve qu'ils ont des bons pilotes, mais pas des top pilotes. Je trouve juste que la progression qu'ils avaient montrée l'année dernière et il y a 2 ans s'est arrêtée en fait cette année. Et qu'ils sont rentrés dans une phase où ils stagnent, et c'est dommage parce qu'une marque de plus qui peut jouer devant, c'est toujours intéressant, surtout que Kawasaki est sur une pente descendante. Et je ne sais pas si ça va s'améliorer avec leur équipe, leur pilote l'année prochaine, on en reparlera. Mais voilà pour la saison 2023. Surtout qu'Honda, quand même, faut pas oublier qu'à l'origine, ils ont quand même développé leur 1000 CBRR pour gagner le Superbike, hein. Ouais. Mm. Et faut se souvenir aussi qu'ils avaient débauché Bautista de chez Ducati pour justement, aider à développer la moto et à gagner avec lui. Mm. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Parce que la moto, en fait, tu te rends compte qu'elle a été un peu mal née et qu'ils n'ont jamais réussi à bien la faire évoluer. Ouais, c'était pas là où ils voulaient être. Euh, Non. on va partir tout de suite sur la saison 2024 parce qu'on va vite dévier dessus. On va juste faire un petit rappel pour la saison 2024 parce qu'il y a eu des changements et des transferts qui se sont faits. Euh, on a Réa, qui était un des transferts qu'on attendait le plus, qui partait chez Yamaha, à la place de Toprak. Pour l'année prochaine, on a également Boulega qui monte de catégorie, qui sera le coéquipier de Bautista. Alex Love qui reste chez Kawa et qui aura Bassani comme coéquipier qui est transféré de Ducati. Et on aura aussi dans les gros mouvements qu'on attendait cette saison, Toprak qui part chez BMW, comme vous l'avez très bien dit les garçons, qui va être le coéquipier de Van der Mark. Du côté du HRC, ça bouge pas, ils gardent Lequena et Virgé. Euh, on a le team Petronas-Mi qui va monter de catégorie, qui ne changera pas de pilote, qui monte en Superbike. Et du côté des transferts et des nouveaux arrivants, on va avoir Philippe Hotel qui signe au GMT 94. On va avoir Petrucci qui sera chez Barni. On a Rinaldi qui va chez Moto Corsa Racing pour 2024. Donc Ducati s'est fait plaisir sur le line-up. Et surtout, alors moi de mon côté, c'est ce que j'attends le plus de voir pour la saison 2024. J'ai déjà le popcorn dans le placard qui attend. C'est le retour de Iannone. euh, qui, on le rappelle, était interdit de rouler suite à des histoires de dopage, tout ça, on ne reviendra pas dessus, qui va rouler pour le team Go Eleven en 2024. Et pour finir, on a deux pilotes où on se pose encore la question de ce qu'ils vont faire en 2024, c'est Loris Baz et Baldassari qui n'ont pas de guidon. Donc ça, c'est un peu tous les mouvements de la saison. Je pense que j'en ai oublié depuis la préparation de ce conducteur. Mais ça vous donne une idée un peu de ce qui vous attend. On va commencer d'abord avec le retour de l'enfant prodige, du mannequin d'Instagram, le retour de Iannone. Est-ce que vous avez hâte, les garçons? Qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Perso, je m'en fiche. Tu peux pas dire. Non, mais je dis ça sur ton doigt. Mais bon, Yannone, voilà. Bon, ouais, c'est un pilote MotoGP. Bon, bah, il est en mondial. Il a pas couru de 4 ans, donc, enfin, tu vois, moi, c'est plus, enfin, Toprak me fait plus plaisir en tant que pilote que Yannone, quoi, pour l'instant, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis sûre que du retour de Iannone, j'attendais que ça. Ah ouais? Ben, Bon. moi, je suis assez d'accord, hein. Je suis pas hype non plus par Iannone. Je suis plus hype par Sam Lowe sur une Ducati en Superbike que du retour de Iannone. Mais Samuel, il va finir au gravier encore. C'est que des effets d'annonce, Yannone, c'est, voilà, c'est,
non, quoi. Non, C'est du bah, je vous marketing, trouve mais après, dur. Alors, Pierre, non. s'il te plaît, sois de mon comment côté. ça, marketing? Déjà, Yannone ne fait pas partie de la VR46 Academy, donc on oublie l'histoire du marketing et de la mafia italienne. Yannone, c'est un self-made man, c'est un des seuls Italiens à l'époque hein, qui arrivait dans les petites catégories à faire jeu égal avec un certain Marc Marquez. Des fois, c'est un talent incroyable. Même en MotoGP, hein, il a pas démérité. C'est lui qui a décroché la première victoire depuis Stoner pour Ducati. Hein. C'est pas Rossi, hein. C'est bien Yannone. Et donc, Tu vis dans le passé, Pierre, tu vis dans le passé. non, non, Des coups de fusil comme ça, toute personne n'a rien demandé. j'aime beaucoup le. En fait, j'aime beaucoup son caractère. Alors là, autant, tu vois, j'adore Bagnaia et Yannone, c'est le caractère totalement opposé, tout feu, tout flamme, no filtre, et qui peut péter un câble à n'importe quel moment. D'ailleurs, je pense qu'il va foutre des tartes à Redding s'il continue d'ouvrir sa bouche, l'anglais. Mais voilà, j'aime beaucoup le personnage et il apporte un glamour, un côté people que n'a pas cette catégorie aujourd'hui. Je pense qu'il va faire du bien, quoi. Parce que quand Yannone est dans les parages, en général, il se passe des choses intéressantes. Pas toujours sur la piste, certaines fois oui, mais aussi en dehors. Mais moi, je trouve que oui, je suis d'accord avec toi, ça va amener un coup de frais aussi au paddock Mm. avec un visage qui, malheureusement, c'est comme ça que ça marche aussi. Il va y avoir un public MotoGP qui le connaît et qui vont avoir aussi un peu envie de le suivre. Ça s'est passé avec Petrucci. Il y a des gens qui suivaient le MotoGP parce qu'ils aimaient Petrucci. Ils se sont mis à suivre le Superbike parce qu'ils aimaient ce pilote. Et là, il y a Nonnet, il y a un peu le côté aussi controversé avec toute l'histoire qu'il a eue autour du dopage, etc. Et malheureusement, ça attire les gens. Mais c'est une bonne chose. Cette catégorie, elle a besoin aussi d'avoir plus de public. Donc j'ose espérer qu'il va aider à ça. Moi, j'ai hâte de le voir rouler aussi. Je trouve que c'était un bon pilote quand il était en MotoGP. Je vois pas, même si ça fait 4 ans qu'il n'a pas pu rouler officiellement, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas roulé de son côté en Tsum Tsum avec Mm. une moto. Donc j'ai un peu hâte de voir ce qu'il va faire quand même. Non, c'est pas que j'ai pas hâte, mais je me dis, bon, ouais, il revient. On Enfin, a compris, tu veux non, mais c'est ça. Puis dans, Non, dans la. Pierre, mais avec Toprak, il n'y a pas de Ouais. souci. mais C'est personne Mais, ne en pense fait, je qu'il trouve jouera que le titre, hein, si c'est ça la j'ai plus question. envie de voir. J'ai plus envie de voir Toprak et voir ce qu'il va faire vraiment avec BM, tu vois. Voilà, ça, plutôt que de dire, Yannone revient chez Go Eleven avec une Ducati de 2012 et puis voyons ce qu'il va faire. Non, mais j'exagère un peu, mais voilà, c'est pas. Pour moi, c'est pas la fraîcheur du Superbike, quoi. Mm. En fait, voilà, encore une fois, c'est juste un vieux pilote de MotoGP qui vient en seconde division, donc en Superbike, parce qu'il Attends, a plus de 10 ans. tu nous fais pas une Kevin de la boîte à clavier, s'il te plaît, par contre, là. Hein. Tu nous parles pas Non, de Ligue 2, ce que tu veux, ça suffit. non, mais c'est vrai, on le dit presque à chaque fois, mais bon, bref, on va pas revenir dessus. Après, Petrucci est un papy, ça oui, on est Mais c'est d'accord. vrai. Bah, Petrucci, Yannone, tu vois, les mecs de MotoGP, voilà, une fois qu'ils ont fait leur temps en MotoGP, bah, ils descendent Bah en là, en Superbike. 2024, tous ceux qui ont roulé en MotoGP, qui sont en World SBK, donc je note Bautista, Rémi Gardner, Iker Lecuona, Daniel Petrucci, Yannone, Rabat. Rabat, Sam Rabat, Lowe. Et Sam Lowe, il a fait une année en MotoGP. Ouais, Redding, ouais, Redding. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même ouais, la moitié de la grille, quoi. Et même si c'est pas des pilotes de MotoGP, t'as des pilotes qui étaient en mondial aussi, parce que Oui, Tito Rabat avait son petit bout de chemin, vous les gars aussi, donc Tito Rabat, Locatelli. il est partout, lui, Tito Rabat. Donc, mais c'est Locat- clair. Ouais, Ouais, j'en parle un peu. Rabat, justement, le pire pilote sur la pire machine. Je pense mm. pas que. Je pense pas que ça aille très 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 loin cette saison. J'ai mis association perdant-perdant. Mm. C'est clair. C'est Enfin, à part au bac, ça va être compliqué pour Rabat. Ouais. Hein. pour faire de la couleur sur la grille de départ, c'est tout, hein. Voilà, ça fait des motos en plus. C'est le seul Mm. intérêt, en fait. oui, c'est clair. Alors que derrière, on a, comme tu disais, Pierre, on a Sam Lowe qui arrive en Superbike et qui là va peut-être pouvoir faire plus de choses. Ça peut être intéressant par contre. Dans une nouvelle équipe. Oui, Ouais. Je suis intéressé effectivement de voir ce qu'il va faire. Après, je pense pas que ça va être exceptionnel, mais oui, ça va être sympa à regarder, voir le niveau qu'il peut afficher sur cette moto. Mm. ah bah, puis du coup, on va avoir les deux frères surtout dans la catégorie. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi à voir. Euh, du côté des signatures, du coup, on a Rinaldi qui va chez Moto Corsa Racing. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il fallait garder un Italien, quoi, donc du coup. Un Italien sur une moto italienne, encore une fois. Ouais. Bah, Bah, parce que Rinaldi, Rinaldi, bon,
On a vu que s'il avait quand même pas, bon, voilà, le niveau de Rinaldi, il était quand même pas au niveau de son coéquipier, donc il voulait quand même le garder parce qu'il a fait deux trois petits coups d'éclat, mais Tu il, parles trop mal ce soir. Non, c'est Rinaldi, pas foufou quoi. c'est un bon pilote. Il a beaucoup d'expérience maintenant dans la catégorie. Longtemps, il a été le pilote du junior team Ducati. C'était lui qui devait prendre la suite. Effectivement, bon, bah, après, Bautista débarque du MotoGP et éclate tout le monde, donc c'est difficile. Il n'a pas démérité. Après, voilà, il reste dans le giron Ducati, même si c'est chez Moto Corsa. Mm. Pas grand chose à attendre de lui. Ce serait bien qu'il continue de faire des top 5 réguliers. Et puis voilà. Bassani était beaucoup plus intéressant que Rinaldi, hein, par rapport Bah, au team qu'il avait et la moto qu'il avait, par Bah, tu exemple. vois, Lui, Bassani, c'est un petit Yannonais, hein, Bassani, hein, dans son comportement. Non, mais c'est un petit côté flamboyant que Rinaldi n'a pas, ouais. Mm. ouais, mais il est jeune, tu vois, enfin, je veux dire, voilà, tu vois, c'est peut-être un peu ça la relève du Superbike, ils n'ont pas un Iannone, tu vois, je préfère voir un Bassani qui a la vingtaine et qui a tout approuvé, qui est tout feu tout flamme, plutôt qu'une vieille gloire en fait, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là où je disais que tu vois, un Bassani, pour moi, il est plus intéressant. Ouais, après, bah, Yannone, je pense qu'il Mm. finance en partie sa saison, hein, alors que Bassani n'avait pas forcément de quoi faire, je pense. Mm. Mais enfin, il a quand même été débauché par Kawa, hein, donc tu vois, c'est que son niveau n'était pas non plus inintéressant. Maintenant qu'on en parle là, c'est vrai que j'ai hâte de voir les batailles Bassani-Yannone. Et si je pense que Bassani a vraiment vraiment un profil intéressant et que Kawa ils se sont pas trompés dans leur recrutement en allant chercher Bassani. Maintenant, il faut que Kawa il lui donne une moto voilà, qui est plus développée que l'année Oui, dernière. tout comme BMW, il faut qu'ils donnent une moto bien plus performante à Toprak, quoi. Sauf que BM, pour moi, ils ont, enfin, comme on disait, hein, ils mettent quand même plus les moyens que Kawasaki. Mais Ouais, est-ce je que suis d'accord. justement vous pensez que le combo Toprak-Guintoli de ce côté-là va pouvoir quand même et réduire l'écart avec les pilotes? Bah, moi je pense que le combo est vachement intéressant. Enfin, quand on voit ce que Guintoli était capable d'apporter à Suzuki, oui, je signe tout de suite. Mais après, faut voir. C'est franchement une moto compliquée à régler la BM, donc Mm. il faudra voir en fonction de ça. Toprak, c'est un pilote qui est beaucoup au feeling, donc c'est vraiment les réglages qui vont tout déterminer pour la BM, je pense. Parce qu'ils ont le moteur, ils ont la moto, mais ils n'arrivent pas à la régler, je En pense. fait, c'est une moto de grand déjà, parce que tous leurs pilotes sont grands, donc du coup, il sera peut-être pas désavantagé, Toprak. Et apparemment, BM, ils avaient quand même des gros problèmes de frein moteur, qui nous disait Loris Baz. Et BM devait travailler énormément, enfin, entre autres sur ce point-là. Et Stéphane, toi, tu faisais la réflexion que BMW, ils auraient également pu demander, au-delà de demander à Guintoli, qu'ils auraient pu demander à Loris Bass du côté du développement. Qu'est-ce que tu entendais par là? Ben, en fait, bon, comme Loris Baz, ben, il s'est fait remercier de chez BM. En tout cas, ils auraient pu lui proposer de faire le pilote de test. Alors peut-être que Loris Baz vaut mieux que ça, je vous l'accorde. Mais ouais, il connaît la structure, il connaît un peu la moto, il connaît un peu les problèmes qu'il y a eu, donc il pourra peut-être plus facilement comparer le avant et le après. Peut-être ça aurait été intéressant. Bah, après, tu dis il vaut mieux que ça, mais en même temps, entre ne pas, enfin peut-être que ça lui a été proposé et qu'on Ah oui, mais entre peut-être, ne je suis pas d'accord. avoir de guidon et être pilote d'essai, bon bah autant être pilote d'essai que ne rien faire de ta saison, quoi. C'est sûr. Après, bon, on sait pas ce qu'on lui a proposé. Ça, je Mm. suis d'accord. Ouais, il a dit sur son compte Facebook et Instagram qu'il va faire des annonces là, à base. Il a déjà été Mm. annoncé au bol d'or dans je sais plus quel team, mais juste pour une pige, et il a annoncé qu'il ferait une annonce sur sa saison 2024. Donc a priori, il a quelque chose. On a tous notre avis sur la question, mais j'ai profité de la trêve hivernale pour demander son avis à Thomas Morsolino et lui demander ce qu'il pensait du recrutement de BMW, donc comme on vient de parler au sujet de Guintoli et Toprak, et si lui pensait que ça pouvait permettre au team de réduire l'écart avec les autres. Là, c'est compliqué de savoir un peu ce que vont apporter Toprak et Guintoli sur la BMW, mais clairement l'intention de BMW c'est de mettre les bouchées doubles, de mettre les moyens pour combler l'écart qu'il y a avec les autres constructeurs, en particulier Ducati et Yamaha, mais surtout Ducati. Donc du coup en recrutant pardon, Toprak, ils savent qu'ils ont un pilote qui est deuxième derrière Toprak, qui du coup est capable de se battre pour la victoire à chaque week-end.
Après, est-ce qu'ils ont toutes les armes d'entrée pour pouvoir se battre devant? C'est compliqué de le dire. Il faudra voir sur les premiers tests. Encore une fois, Toprak a roulé début décembre sur la BMW pour la première fois à Portimao et à Jerez. Mais je crois que les tests ont été un peu perturbés par la pluie, donc il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Par contre, là, ils vont tous se retrouver fin janvier, pareil, à Jerez et à Portimao, donc la météo devrait être meilleure. Et surtout, là, on pourra se rendre compte, à travers les chronos, de savoir où est-ce qu'il se situe. Les premiers retours d'Autoprak sont positifs, hein, il se sent bien sur la moto, il est content, surtout, le truc qui lui manquait, c'était surtout la puissance sur la Yamaha. Là, je pense qu'il va la trouver sur la BMW. Maintenant, la puissance ne fait pas tout. Il faut aussi pouvoir la dompter, pouvoir gérer tout ce qui est partie cycle, tout ce qu'il y a autour, en fait, tout simplement. Donc, je pense que l'expérience d'Autoprak sur la Yamaha va pouvoir contribuer à fond sur la BMW. Après, est-ce que c'est le bon recrutement? Oui, clairement. BMW fait un bon recrutement en faisant appel à Razgat Leoglou et après surtout avec Guintoli qui, on le sait, en termes de développement, a mis au point une Suzuki en MotoGP et puis et surtout connaît aussi le mondial Superbike, connaît le MotoGP, enfin voilà, c'est un pilote expérimenté, donc ça ne peut qu'apporter de bonnes choses au projet BMW. Donc après, sachant qu'il y a d'autres pilotes, hein, il y a Scott Redding aussi qui sera là dans le team satellite BMW, sachant que la direction de BMW, donc je crois que c'est Mark Bongers qui disait ça, en fait ils veulent vraiment développer de front, enfin donner de front à tous les pilotes la même machine pour pouvoir justement réduire l'écart le plus rapidement possible. Euh, Dans le staff de Toprak aussi, lui il est suivi par son chef mécano qui est Phil Maron, et donc c'est avec lui qu'il a performé chez Kawa, hein. Je crois qu'il était déjà chez Kawa avec lui, puis surtout qu'il l'a suivi chez Yamaha et maintenant qu'il le suit chez BMW. Donc déjà, on sait que la communication en sein même d'un box, c'est important. Donc je pense qu'ils se connaissent depuis des années et ça peut aussi faire la différence. Donc écoute, on verra bien sur les premiers tests déjà à quel niveau il se situe. Mais ce sera intéressant de le voir déjà sur le test la fin janvier. Je suis curieux de voir un peu où est-ce qu'il se situe. Mais je me fais pas de soucis. Je pense que Toprak se battra. Si c'est pas pour la victoire au début, il se battra au moins pour le podium ou le top 5, ça c'est sûr. Avant de parler d'une des plus grosses annonces des transferts, on va parler rapidement de Boulega qui monte de catégorie et qui devient le coéquipier de Bautista. En fin de saison, il y a eu les tests à Jerez. Par rapport aux résultats de Boulega, durant les tests, Bautista disait le premier pilote que vous voulez battre est votre coéquipier. Il faisait référence aux résultats de Boulega, du coup, qui a été très fort sur ce début de test. Il était assez impressionnant. Et Boulega a fait des retours en fin de test où il disait honnêtement, je ne sais pas quel genre de travail Alvaro a fait aujourd'hui. Je ne veux pas battre Alvaro, je veux battre tout le monde. Bien sûr, Alvaro est là à référence pour Ducati car il est le meilleur, il est rapide, ce sera difficile de le battre. Au-delà du fait qu'il s'est quand même bien adapté à la moto, il y a une certaine rivalité qu'on sent déjà entre les pilotes. Est-ce que vous pensez que ça va encore plus pousser Bautista à aller plus loin cette saison ou est-ce que ça peut vite poser problème aussi d'avoir deux pilotes qui ont envie de gagner dans le même team? Qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de Boulega aux côtés de Bautista? Si je peux commencer, déjà je pense que Bautista est largement favori à sa succession, au vu surtout des transferts qu'il y a. Et Boulega, pour moi, devrait viser un top 3, un podium final au général. Je pense pas qu'il puisse faire mieux pour sa première saison. La V4 et la Panigale V4 et la Panigale V2, elles ont beaucoup de choses en commun, donc son adaptation, elle m'étonne pas trop. Mais c'est sur la durée d'une saison qu'on verra la différence et la pression qui existe en World SBK, c'est pas tout à fait la même que celle qu'il y a en World SSP. Concernant la concurrence, Bautista, d'une manière générale, c'est pas un mauvais bougre, donc ça sera relativement sain, je pense, et c'est pas du genre à mettre des murs dans son box. Alors déjà, je pense que le leader de l'équipe, juste pas son titre de champion du monde, de toute façon déjà. Boulega, il arrive un peu comme un rookie, donc Ouais. il se doit de faire, oui, comme disait top 3, de faire mieux que Rinaldi, mais
d'aller chercher Bautista, bon, là, je crois que ça c'est pas un peu présomptueux de sa part. Après, l'ambition qu'il affiche, elle est normale et elle est nécessaire, hein, Ah bah, de toute façon, quand tu es dans un truc, tu vas pas dire, ah, je viens pour faire la charrette, tu dis, je viens pour Exactement. gagner, ça c'est sûr. Mais bon, tu es obligé de l'annoncer, mais après, c'est sûr que dans la réalité, puis même en termes de team, Bautista, ça a toujours avantagé s'il y a quelque chose par rapport à Oui, Boulega. c'est clair. François, t'en penses quoi, toi? Faudra voir comment Boulega réagit en course face à l'adversité qu'il y a aussi en Superbike, parce qu'il n'a pas connu ça la saison dernière, il était un peu plus tranquille. Donc je pense que là, niveau bataille, il va falloir aussi qu'il soit prêt à batailler avec n'importe qui. Et puis après, concernant Bautista, moi je pense qu'il peut aller le chercher, mais il va falloir être suffisamment agressif et rester bien en règle pour faire ça proprement. On a également du coup, la dernière grosse annonce sur cette catégorie, celle qui a quand même fait un énorme bruit dans le paddock, même s'il y avait des suppositions sur tout ça. C'est Rea qui quitte son team et qui va remplacer Toprak chez Yamaha. Donc lui, il a pu rouler à Jerez, ce qui n'est pas le cas de Toprak pour le coup. Toprak n'a pas pu rouler durant les tests de fin de saison. Euh, Quel effet ça vous a fait? Parce que Rea, c'est quand même un nom emblématique chez Kawasaki, et le fait qu'il parte pour rouler chez Yamaha, c'est pas rien dans le paddock. Euh, Comment vous l'avez enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait bizarre de le voir en bleu. Ça fait vraiment bizarre. Euh, Après, je sais pas s'il sera aussi bon que Toprak sur la Yam. Je pense que Toprak faisait vraiment des merveilles sur cette moto. Euh, Affaire à suivre. En vrai, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Même si, au fond de moi, j'y crois pas trop. Je te rejoins en fait, je pense comme toi. Je pense qu'il avait besoin de nouveaux challenges parce que ça y est, il sentait que la période Kawasaki, voilà, il est arrivé au bout de l'histoire. La moto, forcément, elle était dépassée, donc je pense qu'il avait l'opportunité d'aller chez Yamaha où il voyait Toprak qui performait. Mais je suis d'accord, je pense que je suis pas sûr qu'il allait faire marcher la moto comme le faisait Toprak. Ouais. Et est-ce que ces dernières saisons où il a quand même laissé des plumes à vouloir s'accrocher, à tomber, tout ça, peut-être que point de vue pilotage, il a peut-être perdu un peu. Ouais, c'est vrai que point de vue pilotage, quand on voit sa saison, il y a des fois, il était vraiment au-dessus de la limite, hein, quand on voit certaines chutes qui s'est mises en début de saison à pleine vitesse sur l'angle ou en bout de ligne droite à Barcelone. Il s'en est mis quand même des bonnes avec la Kawa. Faudra surpiloter avec la Yam, je pense, donc on verra. Ouais. Moi, je pense qu'il peut. Alors, bon, c'est un pilote sur le déclin, hein, je dis pas qu'il est rincé, hein, pas du tout. Ouais, ça reste un pilote très fort, mais plutôt sur la fin de carrière. D'ailleurs, on pensait peut-être qu'il allait arrêter cette année. Mais c'est un bosseur, par contre. Et puis, il lâche pas, hein, vraiment. Il est à l'écro. Donc, voilà, il y a des choses intéressantes. Je pense qu'il peut amener du développement sur la YAM, là où Toprak, de par son talent et hors norme, peut-être dominer la moto. Peut-être que Rea va amener les ingénieurs Yamaha à bosser des aspects autres, peut-être pour l'emmener ailleurs. Par contre, je pense pas que ça fasse mieux au final que ce qu'il a fait cette saison. Voilà, si Rea finit top 3 avec Yamaha, ce sera déjà exceptionnel. Et j'ai du mal à croire qu'il atteigne ce résultat, surtout dès sa première saison. Et je prends un peu ton rôle, Ophélie. On peut quand même parler du dernier transfert qui nous a beaucoup agité. On en a parlé beaucoup. C'est le pilote du GMT. Oui, parce que ça a posé beaucoup de questions, sur toute cette fin de saison, puisqu'on ne savait pas ce que Baldassarri allait devenir, où est-ce qu'il allait aller, de même en 600 hein, pour Debise, etc. Mais du coup, ils ont statué sur Hotel au GMT. Moi, honnêtement, j'y crois pas. Je ne comprends pas la décision, je comprends pas le choix du GMT d'avoir pris Hotel. Ils avaient Mayas sous la main, ils avaient Debise. Enfin, ils avaient plein d'options. Il y avait Basse qui avait pas de guidon. Alors, on connaît pas les discussions internes, mais Hotel, je ne comprends pas cette décision. Déjà, je comprends pas, avant toute chose, moi je comprends pas déjà le GMT avec 7000. À se battre, alors que ce soit Baldassarri ou n'importe qui, je pense que malheureusement, je pense que Yamaha ne leur fournit pas une moto qui soit capable de faire mieux qu'un top 15.
déjà. Pourquoi s'embarquer là-dedans et pourquoi pas faire rouler plutôt de bons pilotes en 600 comme font d'autres teams. Ça, Et après, oui, c'est le rêve de Vettel, Christophe Guillaume. Ouais, mais avoir un rêve après, voilà, l'année dernière, enfin, Bellassari, je sais pas s'il est fort ou pas là pour le coup, mais en tout cas, la saison c'est un peu la cata quoi en 1000. Mm. Après, le problème aujourd'hui en Superbike, c'est que les budgets sont tellement élevés pour faire une roulée, une 1000 qui a un potentiel pour jouer devant, que bah, sans argent, on peut rien faire, quoi. Je sais pas si... enfin, le GMT a les épaules forcément, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir aller chercher plus que ce qu'ils font là? Je sais pas. Je crois que Je suis pas sûr. à moins de 2 millions déjà, t'arrives à peine dans le top 15. Mais après, je te rejoins, Stéphane, sur le fait que, quitte à ne pas avoir les moyens, de quoi se donner les moyens de gagner, autant les faire rouler deux motos en 600. Et potentiellement pouvoir aller se battre sur des podiums comme l'a fait De Bis toute la saison. Parce qu'après, si tu dis je monte une 1000 pour que je prenne un petit jeu en 600, je le bichonne, je l'élève, et qu'après, tu vois, le gamin, je le mette sur la 1000, tu vois, je l'accompagne sur un vrai plan de carrière, ça peut être intéressant, mais là, en fait, tu te Ouais, dis, puis il n'y a tu pas donnes vraiment quelle de envie à cohérence. un jeune, oui, tu le formes sur la 600, mais tu donnes quelle envie à un jeune qui voit une 1000 qui avance pas et qui fait pas de résultat. Un tremplin, parce que après, il y a les acteurs du paddock qui regardent, hein, même le Oui, pire pilote sur la Puccetti, il regarde, hein. Et après, si ça montre des choses, ils peuvent proposer des progressions, comme Kawal a fait avec Bassani, qui avait pas beaucoup de budget mais même avec sa même Ducati. Donc, pour un team, quand t'as fait progresser quelqu'un, que ta 1000 elle roule pas, mais que derrière il y a un autre team qui est bien meilleur qui vient te le shipper, il y a une certaine frustration derrière aussi. oui, mais c'est comme ça partout. Oui, je te rejoins, mais euh, Après, faut que ton constructeur, là, en l'occurrence Yamaha, il faut qu'il te suive aussi, il faut qu'il donne une moto, il faut qu'il donne du budget, il faut qu'il donne des ingénieurs. la moto, elle est pas mal de base. Après, voilà, il faut toutes les pièces GYTR, ça, je crois qu'ils les ont. Mais moi, ce qu'on m'avait dit en Superbike qui fait la différence, c'est le budget sur l'électronique. Ouais. Et là, ça coûte vite des centaines de milliers. Et effectivement, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de restrictions sur l'électronique que ce qu'il y a en MotoGP. Et du coup, c'est un axe de développement très important. Hmm. Et après, pour finir pour Vettel, oui, c'est quand même le pire pilote Ducati, tu te dis pourquoi avoir pris lui. Bon, après ça, là, je sais pas. Ouais. Ça, Hotel, ouais, c'est vraiment une décision bizarre. Mais Ouais. Alors, est-ce qu'il a beaucoup On d'argent? verra verra bien, ce hein. que ça donne. De toute façon, on va continuer à suivre la saison du GMT et peut-être qu'on est mauvaise langue et que tout va très bien se passer et qu'ils vont être top 3 du championnat. On n'en sait rien, on verra ce que ça donnera l'année prochaine, mais si ça pose question en tout cas. Je fais un petit retour en arrière, je reviens juste sur une petite chose parce qu'on parlait d'Iannone, on se posait la question. Hmm. Il a pu rouler au test de Jerez. Il roulait en 1:39.3, donc comme Pierre l'avait très bien dit, ça l'aurait placé 12e sur la grille entre Rinaldi et Petrucci à Jerez. Par contre, Pierre, tu avais levé un point que moi je trouvais très intéressant, c'est est-ce que c'était légalement possible pour lui de pouvoir rouler malgré sa sanction? Est-ce que tu avais trouvé la réponse du pourquoi, du comment il avait eu le droit de rouler au final? Parce qu'en fait, le règlement n'est pas très clair sur ce point. En fait, il a roulé presque un mois avant que sa sanction soit terminée sur des essais, alors que normalement, il était interdit de faire des roulages FIM. Et du coup, c'est marqué dans le règlement qu'il peut rouler dans le cadre d'un entraînement quelques semaines avant en fait, la levée de sa sanction. Donc, ils ont joué sur ça. Euh, Ok, moi je ça reste un suppose. petit mystère. Euh, Moi, je pense qu'on a fait le tour côté Superbike. On va pouvoir passer rapidement au 600. On a fait les choses à l'envers. Cette fois, on est parti de la plus grosse catégorie pour finir à la plus petite. Côté 600, donc comme on l'a un peu dit avant, se poser la question de Debise, de quid de Debise, où est-ce qu'il allait aller. Euh, on se rappelle que dans un épisode que j'avais personnellement enregistré avec lui au FSBK et Carole, il nous disait que lui, il aurait aimé rester au GMT, que les discussions, il n'avait pas encore eu avec Christophe Guillot, etc. pour la suite. Bon, on a pu voir que les discussions se sont déclenchées ensuite, puisque il a fini la saison sans guidon. Et pour les tests de Jerez, il a fait des tests avec le team Evan Bros. Et il a finalement signé pour ce team sur la saison 2024. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a un Français à nouveau dans la catégorie et lui a été remplacé par Lucas Mayas
sur la saison 2024. On en a profité pour demander à Thomas Morsolino ce qu'on pouvait attendre de l'affrontement de Biz et VS Mayas, donc on va pouvoir écouter ça tout de suite. Alors qu'attendre de l'affrontement entre Valentin Debise et Lucas Mayas? C'est une très bonne question. Lucas Mayas fait son retour en Super Sport, donc il a été titré en 2017. Et Debise, lui, a déjà une saison passée, et surtout il connaît le niveau de ses adversaires avec le nouveau règlement de Next Gen, avec les Ducati, les Triumph, et les MV Agusta aussi. Et du coup, il sait à quoi s'attendre, entre guillemets, face à des adversaires lesquels il a rivalisé, comme Nicolo Bulega ou encore Sofuoglu ou d'autres pilotes, comme aussi Marcel Schroeter, enfin voilà, des pilotes qui évoluent sur des motos différentes, de cylindrées différentes, donc qui sait à quoi s'attendre. Lucas Mayas, lui, fait son retour, donc voilà, je pense qu'il y a pas, on perd pas le talent qu'on a initialement, mais je pense qu'il va avoir une petite période d'adaptation, de réadaptation, pour se mettre un peu en jambes et de retrouver aussi le feeling au guidon d'une super sport, et puis qu'il puisse s'évaluer par rapport aux adversaires qu'il aura face à lui durant la saison. Donc c'est difficile de savoir s'il y aura un affrontement entre les deux, forcément ils vont se rencontrer sur la piste, mais je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps à Mayas pour reprendre ses marques en championnat du monde super sport, sachant que Debise, lui, comme je disais, sort d'une saison pleine et sait un peu à quoi s'attendre. Voilà. François, qu'est-ce que t'en penses toi de l'arrivée de Biz chez Evan Bros et l'arrivée de Mayas au GMT? Concernant Debise, je pense qu'il fait le bon choix pour lui. Alors après, pourquoi du comment il est parti du GMT, je sais pas trop, mais s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons et que il considère que chez Evenbro, il pourra avoir peut-être plus ses chances de jouer quelque chose d'encore plus haut, un top 3 j'imagine. Et en tout cas, moi je l'espère. Et, euh, et puis après, l'arrivée de Mayas au GMT, j'ai de grands espoirs pour Mayas. J'aimerais vraiment le voir en haut de la feuille des temps, mais faudra voir comment est-ce que ça se passe au sein du team et si tout roule correctement pour lui. Je pense que ça peut faire quelque chose de cool. Que c'est un pilote qui a du caractère, qui a pas sa langue dans sa Ouais. poche, qui peut être parfois un peu border, on va pas se mentir. Moi, j'attends de voir parce que je suis pas adepte du pilote, avec tout le respect que je lui dois. Ce qui dégage sur les réseaux et sur les compétitions auxquelles il a pu participer, j'ai jamais beaucoup accroché. Donc je suis curieuse de le voir au sein d'un team aussi familial que le GMT, voir ce que ça donne, voir s'il fait des résultats, et je l'espère parce que il mérite. S'il a cette place, s'il a signé ce guidon, c'est qu'il le mérite. Donc je suis assez curieuse de voir la saison et de voir la com qu'il va y avoir autour du GMT parce que je pense qu'ils vont avoir des choses à faire avec un pilote comme Mayas. Après, Mayas, enfin, tu vois, t'as l'impression quand même que, bon, comme on disait, Debise et GMT sont un peu séparés pour se démarquer des problèmes philosophiques, donc tu comprends qu'ils se prendaient mal. Ok, bon, peut-être que Debise a son caractère, mais je pense que Mayas a encore plus de caractère que Valentin Debise. Et je sais pas si dans une structure, tu vois, comme celle du GMT, ça va pas faire des étincelles. Tu vois, je pense qu'un Cluzel qui était plus polissé, tu vois, ça passait bien avec Guillaume, parce que bon, tu vois, il fait le taf, il fait pas de vagues, tu vois, c'est le pilote que je pense beaucoup d'équipes voudraient avoir. Et je pense que Mayas, il est quand même moins docile, alors je sais pas si ça va pas clasher avec Guillaume quand même. Ouais, je pense que je rejoins plutôt l'avis de Stéphane que celui de François. Moi, j'ai noté Mayas et le GMT, ça se sépare en cours de saison, à mon avis. Dans le sens où Mayas a un fort caractère. J'aime pas trop ce côté-là chez lui, mais bon, en tout cas, c'est un pilote rapide. En plus, il a fait beaucoup de Superbike ces dernières années chez Kawasaki. D'ailleurs, son titre, il l'a eu chez Kawasaki. Il va tomber sur une nouvelle moto, un team où Christophe Guyot a un fort caractère et contrôle vraiment tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans l'équipe et sur les motos. Donc, est-ce que ça va plaire ou pas? Je sais pas. Ça peut marcher, hein. La moto sera, à défaut d'être la meilleure, elle sera bonne, hein. Elle a toujours été bonne, la moto du GMT, dans cette catégorie. Donc, il peut y avoir des résultats, mais en termes de caractère, etc., je sais pas si ça va aller tout à fait au bout. Pour Debise, je suis quand même plus optimiste que ça. C'est un très bon pilote qui a montré des choses cette année. Il n'a pas eu
que de la chance non plus. Et Van Bros, faut le rappeler, hein, ils ont changé de crèmerie en 2018, je crois qu'ils sont passés de Honda à Yamaha, et depuis, 2019-2020, titre de champion, 2021-2022, vice-champion. Il n'y a que cette année où ils ont raté le coche, mais je pense que c'est en grande partie lié au pilote aussi. Donc voilà, il a toutes ses chances. Alors forcément en face, il y aura des motos avec des plus grosses cylindrées, des Triumph, des Ducati, des MV, mais clairement ça peut le faire. Ouais. Moi, je te rejoins, Je Pierre, suis là-dessus. d'accord. C'était assez drôle, c'est que Debise, il a reçu sa moto d'entraînement du team. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on connaît la passion pour Debise, pour la mécanique et le fait qu'il a envie de comprendre à 100% les motos sur lesquelles il roule. Et à partir du moment où il a reçu la moto, quelques heures après, il a mis des photos sur les réseaux où la moto était complètement démontée. Et qu'il a fait rouler le lendemain sur piste en disant c'est bon, elle roule, elle a perdu aucun boulon, les gars. Donc je pense que ça lui donne un coup de boost aussi d'avoir un team qui croit en lui, qui lui donne les moyens aussi pour la saison prochaine. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et avec ce qu'il a fait cette saison, il n'y a plus Boulega. Alors il y aura toujours Mandy hein, pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais il n'y a plus Boulega et il a quand même moyen d'aller se battre devant. Ouais. Moi, je te rejoins sur le Mandy. Pour moi, c'est le favori cette année parce qu'il est vice-champion du monde. Il reste dans le même team avec la même moto. Celui qui remplace Boulega, c'est Hurtas. Il va tout apprendre cette année, donc je pense pas qu'il puisse jouer devant, ou en tout cas pas régulièrement. Sofoglou, Batin et Marcel Schroeter, donc tous les deux chez MV Agusta, qui restent encore dans le même team avec la même moto, vont monter en puissance. Batin qui a gagné une course cette année. Ouais, et puis la MV, depuis qu'ils ont pu changer de cylindrée depuis 2 ans, là, passer de la 675 à la 800, ils ont appris aussi avec cette moto et je pense qu'ils vont arriver là sur une année où la moto va être beaucoup plus mature et performante. Ouais. Il y a aussi des pilotes qui bougent pas. On a Montella qui reste chez Barney et on a Honshu, Ken Honshu, donc le grand frère, qui s'était blessé durant la saison et lui c'est un peu incertain il me semble. Je n'ai pas suivi exactement mais il passait des tests à la fin de la saison. Il restait chez Puccetti en tout cas, mais il passait des tests parce que ça avait l'air assez compliqué au niveau de sa blessure sur la fin de saison, donc à voir s'il n'en pâtit pas l'année prochaine. On va voir. Et pour finir, on a tout aussi qui va chez Triomphe l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas quoi dire. Le team est pas ouf, la moto un peu en retrait et puis le pilote, ouais, pas Mais ouf. alors, pardon, mais du coup, en plein enregistrement, ça me tombe en plein comme le nez au milieu de la figure, c'est que Baldassari, en fait, il a re-signé chez Vernatura. Moi, je n'avais pas du tout vu cette info. Si, ouais, il passe sur une Panigale V2. À voir. Alors qu'il a fait des tests, hein. Enfin, je sais pas si tu as regardé un petit peu sur les réseaux, mais il a fait des tests sur cette moto avec la combinaison du GMT. C'est assez marrant d'ailleurs. Après, ouais, attention à lui, c'est un bon pilote. Il a gagné il y a du coup 2 saisons maintenant le championnat Super Sport 600. Donc, à voir. Après, ça reste un team assez. C'est vraiment Modeste. modeste. C'est vraiment typique du team payant, quoi, Vernatura. Enfin, Ouais, mais au moins, il a un guidon, entre guillemets. Il reste pas, Ouais. sans rien pour la saison prochaine et il mérite. En plus, c'est un pilote humainement tellement gentil et tellement. T'as envie qu'il puisse rouler en fait. T'as envie qu'il puisse être là. Par contre, c'est drôle, c'est que, encore une fois, comme on le disait en Superbike, mais quand tu regardes la liste des inscrits pour l'année prochaine, c'est que t'as tellement de noms de mecs qui ont juste rien fait en Moto 2, Moto 2 ou Moto GP les saisons précédentes. Est-ce que être en Moto 2, c'est pas déjà faire quelque chose? Si, bien sûr. Oui. Oh, putain, c'est une histoire de philosophie, Pierre. Tu te retrouves avec Non, je un plaisante. Antonelli. Antonelli, on peut pas dire que c'était glorieux en Moto 2, même s'il était là. Voilà, t'as Kaito Toba qui arrive ici, t'as McPhee. Enfin, t'as quand même des pilotes. Je, je me moque de Stéphane et Kevin quand ils disent que c'est la Ligue 2, mais en vrai, c'est pas complètement. Debise, hein. Debise a roulé en Moto 2. Ouais, Ouais. avec Ouais. Mais McPhee, quand tu vois ce qu'il fait, le pauvre. Oui, il aurait peut-être dû prendre sa retraite, quoi. Ouais. Ouais, et Pierre, tu nous faisais remarquer quand même, dernier point intéressant pour la saison 2024, c'est qu'il y a 7 constructeurs engagés sur la saison prochaine. Ouais.
Effectivement, alors déjà, je voulais. Voilà, c'était un coup de poker de changer la catégorie de 600 et l'ouvrir à plus de cylindrée et de motorisation. Et donc, ça fait 3 saisons plus tard, on voit qu'il y a 7 constructeurs engagés dans la catégorie. Donc, les nouveaux arrivants, c'était Ducati Triumph. Et on a un nouvel entrant chinois, une marque qui s'appelle Kuji. Qui va rouler avec un pilote expérimenté, donc Raphaël Le Rosin, qui a fait à peu près toutes les marques de la grille ces dernières années. Et voilà, bon, je pense qu'il y a du taf, hein, parce que j'ai regardé un peu la moto de série, pas la version qui sera alignée, mais de série. Hein. On est quand même sur une moto qui fait 207 kg pour seulement 102 chevaux, ou par exemple une R6 propose 190 kg pour 120 chevaux, ou une Panigale V2 200 kg pour 155 chevaux. Donc on est quand même sur une moto, une petite brique, hein, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Enfin, moi j'aime bien voir ces genres de tentatives, donc voir ce que ça donne. Les Chinois investissent de plus en plus dans la moto. Petite parenthèse, mais ça s'est vu au Dakar, ils ont engagé pas mal de motos. Pour l'instant, de manière générale, ça reste pas très très fiable. Alors, à voir avec les années de développement, mais oui, c'est clair que ça sera pas pour cette année, ni avant 5 ans. Je pense qu'on va avoir un constructeur qui va rentrer et vraiment tout casser d'un C'est coup. toujours une Bien sûr. bonne initiative d'avoir des nouveaux constructeurs et c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'ils se situent par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai, à condition que ce soit fiable, quoi. Au Ouais, moins. ça c'est la question. On va passer très rapidement, avant d'enchaîner avec quelques points dont on voulait parler avant la fin de la saison, on va enchaîner très rapidement avec les 300, puisqu'on a Buis qui part chez, attention, la prononciation de l'enfer, Freudenberg KTM Paligo Racing. Euh, J'étais pas trop mal. Après remplacé par Mirko Genet chez Kawasaki qui part chez Yamaha. Euh, Pierre, tu voulais nous dire 2, 3 choses sur les 300 avant qu'on enchaîne sur le calendrier 2024? Ouais, bah alors je pars tout d'abord du français. Donc Samuel Dissora sera le seul représentant dans la catégorie pour notre pays. Donc il entame sa 5e saison quand même dans la catégorie, après une saison 2023 en deçà des attentes. J'espère qu'il va rebondir. Je connais pas du tout son team, donc voilà, je peux pas dire. Et en sachant qu'il a une Yamaha, donc c'est plutôt quand même les Kawa qui gagnent ces dernières années. À voir. Et ben, on revient sur les Chinois avec 4 constructeurs, dont un Chinois, Kov, qui a une moto performante quand elle est bien amenée. Il me semble qu'elle a fait des podiums cette année. Et on a KTM aussi qui est arrivé dans la catégorie, donc un plus gros constructeur, avec Yamaha et Kawasaki. Et le point intéressant que j'ai noté, donc, c'est Jeffrey Buis qui a fait toute sa carrière chez Kawa, que ce soit sa carrière en 300 et sa carrière en 600, dont ces 2 titres. Qu'il arrive chez KTM, donc KTM a débauché un top pilote pour emmener leur moto, à voir ce que ça va donner. Merci Pierre en tout cas pour ce débrief du coup pour le 300. On fait vite le tour parce que comme on disait on n'est pas très assidu sur les catégories et puis il y a quand même plus de changements en 600 et en Superbike. En tout cas on va quand même avoir un œil sur le français, sur toutes ces petites nouveautés parce que de toute façon les nouveautés dans les petites catégories auront toujours un impact sur les pilotes pour la suite. Dans la grosse nouveauté qu'on attendait sur la fin de saison, c'était le calendrier. Le calendrier qui du coup aura 12 dates sur la saison 2024. Pierre, tu le faisais très bien remarquer, 12 dates dont 5 en même temps que le MotoGP. On n'est pas ingénieur calendrier de course, mais bon, ça fait chier parce que du coup, ça fait quand même beaucoup de choses à voir dans le week-end et que tu es obligé de faire des choix sur ce que tu regardes. C'est un peu frustrant. Puis bon, il pourrait, enfin, toujours pareil, si tu fais la promotion d'un championnat comme le Superbike, le mettre en frontal avec le MotoGP, c'est pas là où tu vas faire venir le plus de monde Non, et sur les puis circuits quand même. c'est ce que tu disais très bien, Pierre, c'est que c'est la Dorna qui a les droits. Donc en fait, ils veulent de la visibilité, ils veulent du public sur les courses, ils veulent des personnes devant leur télé, mais ils mettent les choses en même temps. Entre un Marc Marquez qui commence sur une Ducati et un Valentin Debise chez Evan Bro, oui, forcément, les gens vont pas se poser la question de ce qu'ils vont aller regarder, malheureusement. Ouais. En sachant qu'il y a aussi 2 dates, donc en plus des 5 dates qui sont en concurrence avec le MotoGP, il y a 2 dates qui sont en concurrence avec l'endurance. Alors qu'on sait qu'il y a des pilotes World Superbike qui aiment bien aller rouler en endurance, c'est un peu dommageable aussi. Bon, ça, c'est pas tout à fait la faute de la Dorna parce que le promoteur n'est pas le même. Mais voilà, ces petites choses. Je sais qu'il y a le round
de Portimao en MotoGP qui vient en concurrence directe avec le round espagnol de World Superbike, même sur place, je veux dire. Ils vont se disputer les spectateurs sur place. On parle vraiment de circuits qui sont à 400 km l'un de l'autre, donc c'est rien. Mais d'ailleurs, François, peut-être que toi, tu as un point de vue un peu différent sur les chocs au niveau des calendriers, puisque toi, en plus de ta vie perso, tu es commissaire. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça a un vrai impact sur ça, le fait d'avoir des dates qui se superposent du coup sur les calendriers? Concernant l'Espagne, ça peut être embêtant pour eux parce que généralement les commissaires ils se déplacent de tout un pays pour aller sur une course ou une autre. À voir comment eux ils vont gérer ça, mais tant que nous il n'y a pas deux courses en France, le MotoGP en même temps que le Bol d'Or par exemple, il y a pas vraiment d'impact. On arrive à suivre les courses en différé ou sur les téléphones, donc c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que faut quand même qu'ils y réfléchissent parce que quand le jour où ça arrivera dans le même pays, enfin là ça arrive en Espagne, ça peut être problématique sur le nombre de commissaires à engager sur une course et savoir si la sécurité est bien assurée par rapport aux effectifs qu'ils ont, quoi. J'ose espérer qu'en Espagne ils ont des bons effectifs, pas forcément efficaces, mais des bons Ouais, c'est un effectifs. peu ma réflexion. Après, moi, ce que je trouve frustrant aussi, j'ai pas regardé dans le détail ce que ça donnait au niveau des courses, mais c'est que l'année prochaine, du côté du Superbike, on va avoir l'intégration de la catégorie, enfin même pas du championnat, puisque ça va rouler en même temps, mais c'est un championnat à part entière, donc le World Women's Championship Racing, qui se déroule sur 6 courses. Et si c'est sur des dates où il y a du MotoGP en face, mais alors il y aura encore moins de visibilité que ce qu'on attend sur ce championnat, quoi. Ouais, déjà, je sais, la question qui se pose avec ce championnat féminin, c'est est-ce que ça va être comme le Moto E, c'est-à-dire que le diffuseur qui a acheté le droit du World Superbike, est-ce qu'il a le droit de ne pas diffuser cette course? Parce que typiquement, un diffuseur comme Canal+, aujourd'hui, quand il achète le MotoGP, il a les droits de diffusion du Moto E. Il ne le diffuse pas pour autant, et ça va très bien à Dorna, parce qu'elle peut imposer la diffusion de toutes les courses, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec le Mm. Moto 3 aussi, hein. Mm. Donc voilà. Est-ce que Eurosport en France va diffuser de toute façon ces courses-là? Je ne sais pas. Après, il y a le Blue Crew Cup, hein, et personne ne le diffuse non plus, hein, si tu veux pas. Sur les courses de MotoGP, la Red Bull Rookies Cup, qui est pas diffusée non plus, alors que ça fait partie du week-end et que c'est, moi, de mon point de vue, parce que c'est une des catégories que j'adore, mais qui est génial à voir parce que c'est des gamins qui se la mettent pendant plusieurs tours. Mais oui, en effet, mais là, après, on rentre encore dans autre chose que le calendrier. En tout cas, la manière dont est fait le calendrier est extrêmement frustrant. On a ce truc aussi où on se plaint qu'il y a beaucoup de courses l'année prochaine. Si ça n'avait pas été sur les mêmes week-ends, je pense qu'on aurait déjà plus de cerveau non plus, quoi. Ouais, Après le c'est ça. Superbike, Ouais. j'ai fait le choix de souvent regarder en replay, alors que le MotoGP, j'essaie le plus possible de le regarder en live, tu vois. Donc Ouais, je suis comme toi. Moi, souvent, je regarde la semaine de Superbike et le voilà. week-end le MotoGP, sinon je peux pas. Ouais, mais Pareil. encore faut-il avoir le temps, quoi. C'est-à-dire que dans ta semaine, après le boulot, tu te consacres une soirée où tu vas regarder du Superbike. Et moi, j'ai un peu C'est ce ça. truc de si je le vois pas en direct, je connais les résultats, je suis un peu moins hypée par le fait de le regarder. Juste pour revenir au calendrier, il y a un autre point qui m'énerve un peu, c'est que cette saison, donc en 2024, on va se retrouver avec une seule date hors d'Europe, donc l'ouverture en Australie. Et après, c'est 11 courses en Europe. Donc, juste pour rappel, ces 4 dernières années, on aura donc perdu Laguna Seca aux États-Unis, la Thaïlande, l'Argentine, le Qatar, l'Indonésie. Je pense que le Covid n'a joué un rôle, mais ce n'est qu'une excuse, hein, pour avoir perdu certains circuits, dont l'Indonésie, qui était encore au calendrier l'année dernière. Voilà, pour comparaison, une petite comparaison avec la FIA, donc, qui est l'autorité suprême des courses automobiles. Le droit d'utilisation du mot monde, world, ou assimilé pour une compétition internationale n'est donné que si cette compétition court sur au moins 3 continents. Et je pense qu'on devrait faire pareil avec la moto. Parce que là, clairement, appeler ça un World SBK, je ne comprends pas où sont les représentants des États-Unis, enfin, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie. Non. Ouais, bah, ça coûte cher et je crois qu'ils ont laissé le World parce qu'il y a des pilotes de toutes les nationalités.
Bah pareil, tu regardes la liste des pilotes, alors surtout en catégorie reine, autant dans une petite catégorie tu retrouves des Asiatiques, etc. Mais franchement, c'est compliqué de trouver beaucoup de pilotes. Ouais, mais c'est une catégorie qui brasse quand même de l'argent, mais pas autant que MotoGP. Et je peux comprendre évidemment que les teams ils disent que s'ils veulent continuer à faire du superbike, peut-être qu'aller très très loin, ça pèse beaucoup sur leur budget et que voilà, Non, mais tu vois, Ouais, pour survivre. une dernière chose, excuse-moi François, la dernière chose, Vas-y, je vas-y. l'ai pas noté, mais typiquement, il y a des constructeurs japonais, on va même pas au Japon. C'est quel niveau de foutage de gueule? Mm. Ouais, par rapport à ça, je suis d'accord. Après, si on veut voir un peu le côté positif de la chose, c'est que ça fait moins de déplacements, ça peut diviser un petit peu les coûts et mettre un peu plus dans du développement pour resserrer un petit peu les championnats. Et puis il y a une dernière chose qui est non négligeable par rapport à la planète. Écologiquement, c'est mieux aussi, donc faut, faut peser le pour et le contre. Alors, est-ce que ce serait pas mieux d'appeler ça un championnat européen? Mm. Peut-être. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, Non, non. écologiquement parlant et économiquement parlant, qu'il y ait un petit peu moins de déplacements. Ouais, moi je suis d'accord, ça me dérange pas du tout qu'il y ait moins de déplacements. Je trouve qu'en Europe, quand même des beaux circuits, t'as des courses disputées, voilà. Enfin, t'as des circuits outre-mer qui sont moins beaux que ce qu'on peut voir près de la maison. Mm. Oui, oui, bien sûr, sur cet aspect-là, je remets pas en question. Tu peux pas trop te plaindre, Pierre, ils ont remis Aragon. Au moins, tu le verras un peu pendant la saison. Bah, ils l'ont remis en MotoGP aussi, enfin en MotoGP, ouais, il y aura les 4 circuits espagnols. Pour en revenir, Ouais, Après, si je prends un truc par l'absurde, pareil. regarde, tu vas au Japon, t'as le typhon, tu fais pas la course. Tu vas en Argentine, tu peux y aller parce que ton avion il est bloqué au Kenya. Alors tu vas pas en Thaïlande parce que là aussi c'est la mousson. Enfin, il y a un moment, enfin, on l'a déjà vu sur pas mal de Bah, c'est un catégories truc et dont ils de devraient se poser championnats. la question, parce que on va quand même à des endroits pendant le championnat, alors en l'occurrence en MotoGP, où des fois tu te dis mais qu'est-ce qu'on fout là à cette période? Enfin, non, mais tu vois, l'Argentine, j'aime bien le circuit de San Juan de Villicom, là, je le trouvais sympa. Rio Hondas, là, Non, ça c'est comment en c'est? MotoGP Rio Hondo. Et c'est un autre circuit en Superbike. Ah oui. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, juste pour en revenir au circuit, vous m'avez fait penser, il y a deux nouveaux circuits cette année. Donc en Italie, ce sera le Cremona circuit qui sort de terre. Voilà, vous parlez d'écologie, mais il y a pas assez de circuits en Italie apparemment, donc il faut en construire un. Et il y a le Balaton circuit pour le round de Hongrie, qui est pas très loin de la capitale Budapest. Et ce circuit-là donc sera au calendrier 2025 du MotoGP. Donc intéressant de voir un peu comme ils avaient fait avec l'Indonésie. C'était d'abord le World SBK qui était allé tester. Intéressant de voir le tracé à ce et moment-là peut-être que cette ça saison. ferait Ouais. qu'on n'ira pas rouler dessus en 2025 en MotoGP. Ah mince. Bon, on a fait un peu le tour du calendrier. Merci Pierre pour les précisions sur les nouveaux. Juste deux mots pour terminer sur le World Women Championship Racing qui aura lieu sur 6 courses, en Italie, en Angleterre, au Portugal, en Hongrie, à nouveau en Italie et pour finir à Jerez. Donc il y aura 2 courses par week-end et on a un peu plus de précision sur le championnat. Ça sera avec des motos Yamaha R7, avec des packages qui sont vendus à 25 000 euros avec un kit moteur GYTR et des pneus pour la saison chez Pirelli. Et tout le tintouin, essence, mécano, blablabla. On aura la liste des engagés uniquement le 15 février. Donc je trouve ça assez tard par rapport au début de la saison. Euh, Moi, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner, même si je suis toujours très mitigée sur ce championnat. Ouais, j'ai toujours, en fait, je suis pas mitigée sur le fait qu'il y ait un championnat exclusivement féminin, hein. Je suis mitigée, comme on l'avait dit, sur la manière dont ça va être communiqué, et le fait qu'ils veulent pas en faire un tremplin pour les femmes dans les autres catégories. Euh, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah déjà, ils vont rouler sur des très bonnes motos. Euh, En termes de pilotage, ça va être vraiment intéressant, je pense. Après, à voir comment c'est médiatisé, à quelle fréquence c'est regardé par les gens, etc. Mais l'idée est pas trop mal, je pense, de mettre Moi, après, cette moto-là j'ai pour faire très ces peur courses-là. de l'impact médiatique que ça peut avoir sur les pilotes, dans le sens où
on sait que la communauté moto est pas la communauté la plus bienveillante pour certaines choses sur tout ça et qu'il y a des femmes dans le paddock, rien que dans le paddock MotoGP, qui ont déjà dit ciao, je prends mes clics, mes claques et je me casse parce qu'il y en a marre de tout ça. Donc j'espère que ça aura pas le même impact et que ça ne démotivera pas certains pilotes parce que en fait c'est facile. Encore une fois, c'est facile d'aller attaquer un championnat qui sort de nulle part en disant oui, bah, regardez, c'est des femmes, elles tombent, c'est des femmes ci, c'est des femmes ça. On l'a assez vu là en fin de saison côté MotoGP avec d'autres problématiques, mais moi, c'est un peu ce côté médiatique qui peut me faire peur, mais on verra ce que ça donne. Peut-être que ça ira très bien et qu'on sera très content d'avoir ce championnat. T'insinues que Marc Marquez est une femme? Je n'irai pas jusque-là. On va finir avec un dernier point, les garçons, sur cette fin de saison. On a eu des changements au règlement avec l'introduction du poids minimum par pilote, aka, d'après Pierre, la règle anti-Bautista. Pierre, tu nous en parles un peu plus? Ouais, les nouvelles règles, je m'écris des blagues dans le conducteur et quand je les relis, je rigole moi-même, c'est bien. Ouais. Les nouvelles règles annoncées pour 2024 donc, comprennent un nouveau système de poids. Alors, il a été décidé qu'il y a un poids de référence pour les pilotes qui est de 80 kg, vêtements compris, donc casque, cuir, bottes, etc. Et si tu fais moins que ce poids-là, tu dois ajouter en lest 50% de la différence. Par exemple, si tu fais que 70 kg une fois tout habillé, tu as 10 kg de différence, et ben, tu dois prendre 50% de cette valeur, donc 5 kg, que tu dois lester sur toi, ou sur la moto, ou dans le moteur, avec des pièces plus lourdes, etc. Bref, où ils veulent. Mais il faut que ces 5 kg, dans l'exemple que j'ai donné, soient présentes, soit sur le pilote, soit sur la moto. Pour Bautista, par exemple, ça correspond à plus 7 kg. C'est le poids qu'il a essayé, en tout cas aux essais de Rérez. Et on ne touche pas au poids minimum de la moto, qui reste de 168 kg pour la catégorie. Alors, c'est bien, parce que bon, quand tu vois des mecs comme Racing, qui sont quand même super costauds, des Bautista à côté, bon, tu dis qu'il y a quelques kilomètres-heure en ligne de... Enfin, au bout de la ligne droite, ça s'explique aussi par le fait que le pilote, il est avantagé par sa taille ou son poids. Ben, c'est exactement ce que j'ai mis en fait, c'est qu'ils ont enfin compris que c'était pas forcément la moto qui gagnait tout. Donc Ouais. cette fois ils s'attaquent au pilote qui gagne, à voir. Peut-être qu'ils vont comprendre que c'est juste la combinaison des deux qui faisait que c'était aussi fort, mais pourquoi pas. Parce que pour le coup, et en fait je trouve que c'est lié. Dans le même temps, en 2024, ils font sauter la règle de révision des régimes maximum qui avait lieu jusqu'à présent. En fait, un régime maximum sera défini en début de saison et on n'y touchera plus. C'est pas parce qu'une moto va gagner plein de fois qu'on va réduire progressivement son régime moteur maximum. Donc les deux sont de pair. Donc on arrête de brider les machines. Par exemple, les pilotes comme chez Ducati, comme Petrucci, qui est très lourd, étaient désavantagés parce qu'on Bautista gagnait tout le temps. Et on pénalise plutôt les pilotes légers. Donc voilà, typiquement Bautista est le plus léger. Après, Redding, qui râlait beaucoup, se montre quand même toujours pas satisfait de cette mesure. Hein. Il en veut toujours plus. C'est son truc préféré de râler en même temps. Donc, Il est anglais. Hein. Il a qu'à faire en championnat où c'est le seul pilote, finalement. Ouais, après moi je trouve. Enfin, je suis pas vraiment très très fan de cette règle là, de lester des pilotes. De manière générale dans le sport, tu prends au basket, t'as des mecs qui sont grands, des mecs qui sont plus petits et il faut faire avec ses avantages. Bien sûr. Je trouve pas ça très très fair, moi. Je pense Ouais, que mais on en mode... devrait chacun jouer avec ses avantages et ses inconvénients. Alors oui, ça peut être un handicap, mais il faut compenser avec autre chose, un talent, tout ce qu'on veut. Mais le sport, il est, c'est très divers, on a plein de profils, donc je trouve ça un peu dommage, moi, de ouais, lester, moi je suis de lester d'accord les avec pilotes. toi. Après, dans des championnats beaucoup moins connus, hein, des trucs tout bêtes, mais tu vas prendre le karting. Dans le karting, les pilotes sont lestés s'il y a trop de différence de poids pour avoir une part d'égalité. Après, là, le souci que Pierre fait bien remarquer, c'est qu'ils adaptent un peu les règles à ce qu'ils veulent pour remettre de l'enjeu dans le championnat, quoi. Et j'en profite rapidement, j'en ai profité pour à nouveau demander à Thomas Morcelino son avis, parce qu'il a quand même souvent les pieds dans le paddock et il a un regard différent du nôtre, puisqu'il a le côté sur place, entre guillemets, de si Bautista va vraiment être handicapé par le lest imposé.
Écoute, après, concernant le handicap de poids, oui, c'est sûr que c'est quelque chose déjà sur lequel ils se plaignaient quand ils ont fait les premiers tests après la fin de la saison. Ils ont fait des tests à Jerez, hein, sauf erreur, et ils ont commencé à travailler sur ça. Et clairement, ce qu'a dit Bautista, c'est que c'était un problème pour lui, parce que la moto était beaucoup plus différente à manier, si tu veux. Il y avait un peu plus de, je sais pas comment dire, un peu d'inertie, c'était un peu plus dur à changer, à manier dans les changements de direction. Enfin, voilà, ça ce qu'apporte du poids, du lest. Quand on apporte du lest à une moto, forcément, son comportement est un peu différent. Et bah oui, forcément, ça risque de l'handicaper, en tout cas sur les premiers tests. Donc je pense que ce qu'on verra sur les tests au début, ce ne sera pas forcément les bons chronos. Enfin, ce ne sera pas forcément la meilleure représentation qu'on aura de Bautista à son niveau par rapport au niveau règlement. Mais je pense que Ducati a dû plancher sur la question durant l'hiver, et je pense que sur les tests, Bautista sera toujours là, et enfin, moi je me fais pas de soucis là-dessus. Euh, voilà, et après en plus de ça, il va devoir composer avec un nouveau coéquipier qui est Nicolo Bulega, et une armada pardon, de Ducati derrière, satellite, avec Petrucci, avec Rinaldi, avec Sam Lowe qui arrive en Superbike. Donc si tu veux, ça fait pas mal de motos sur la piste, un peu comme en MotoGP, et donc du coup une meilleure on va dire pour Ducati, beaucoup de données à récupérer pour se rendre compte de l'apport, enfin en tout cas ce que peut apporter comme handicap le nouveau règlement. Donc je sais pas si je suis très clair, mais pour l'instant c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'il n'y a eu qu'un test à proprement parler pour Bautista avec ce nouveau règlement. Donc on verra pareil à la fin du mois là, dans 15 jours, dans une semaine, 10 jours, sur comment ça va se profiler pour lui. Mais en tout cas, c'est une aubaine pour les autres pilotes, comme Scott Redding, pour les pilotes assez grands, ou aussi comme Toprak, qui eux doivent composer avec plus de poids et qui du coup, c'est un peu différent. Donc, ça sera intéressant de voir. Je pense que ça peut aussi jouer en faveur de BMW, qui, mine de rien, dispose de pilotes quand même assez grands, comme Toprak, comme Redding. Mais aussi, je pense que Garrett Gerloff, même s'il n'est pas très grand, je pense il fait pas partie des plus légers, on va dire. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Voilà. Après, est-ce que ça va rebattre les cartes, pardon. Ça, c'est pareil. Tu me poses des questions où je peux pas savoir. C'est que du conditionnel que je te dis, donc on verra. On verra. Pour rebondir sur le lest, j'en avais parlé un peu dans le débrief MotoGP. Bautista avait été lesté donc, aux essais de Jerez et il était tombé assez lourdement. Il s'était blessé, il avait du lest sur lui au niveau du torse, il me semble. Et il s'est avéré qu'en fait, sur le coup, il avait été évacué et il avait du coup fait sa wildcard MotoGP, vous vous en souvenez, où il avait déçu toutes les attentes. Et on comprenait pas trop pourquoi. Et après les examens supplémentaires, il s'est avéré quand même qu'il y avait une fracture de la vertèbre, il me semble, qu'il avait lui attribué au lest supplémentaire en disant bah voilà, j'ai chuté avec 7 kilos sur moi, donc Il devrait ça fait des imposer que le dommages, lest soit sur la moto. Ouais, mais après, Ouais. tu pilotes pas de la même manière, mais c'est compliqué. Peut-être que la règle, ils vont se rendre compte au bout de quelques courses que ça fonctionne pas, hein. Parce qu'un McPhee, je pense qu'il va être bien lesté sur cette moto, tu vois, s'il roulait en Superbike. Enfin, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est parce que c'est le pilote le plus maigre qui me vient en tête. Mais ce type de pilote, ce profil de pilote, ils peuvent vite se taper des grosses charges de lest. Enfin, déjà, c'est pas mal, tu me dis. Mm. Après, sur le règlement, il y a eu plein de petits changements, mais je suis pas sûre que ce soit très utile qu'on revienne dessus. Pierre, tu avais noté la réduction de la capacité des réservoirs qui avait une nouvelle Ouais. capacité de 21 litres, enfin ce type de choses. Là, je pense que ça, c'est le plus important parce que ça peut quand même limiter que les constructeurs brident eux-mêmes, pour le coup, la puissance de leur moteur, suivant la consommation qu'ils ont. Mais sinon, le reste, ouais, c'est plutôt, on va dire, très technique ou moins intéressant. Oui, ça fait 1h30 qu'on est là presque, mais en même temps, ça fait toujours plaisir de vous avoir au micro, les garçons, donc c'est toujours chouette. Euh, Moi, je suis curieuse quand même d'avoir votre avis, avant de clôturer cet épisode, de vos attentes dans ce championnat pour l'année prochaine. Pierre, qu'est-ce que tu attends le plus sur la saison à venir? J'attends vraiment de la belle bagarre. Il y en a eu cette année, mais juste entre deux pilotes, en tout cas en Superbike, je parle. Voilà, du show avec des gens comme Yannone, etc., de la tension. Et j'attends pas forcément
Autre chose de ça, alors forcément, moi, niveau purement perso, j'aimerais bien que Ducati et Bautista enchaînent encore un troisième titre d'affilée, mais au-delà de ça, voilà, voir des Français se montrer en World SSP, que ce soit Mayas ou De Biz ou Dissora en 300, ouais, ça serait bien aussi. Et Ouais. toi, Stéphane? Moi, j'attends que ça se resserre en tête et qu'il y ait des belles bagarres comme on a souvent connu en mondial ou en superbike ou Ouais, en moi je te super rejoins, sport. j'ai hâte de voir ce que va donner Toprak, Toprak aussi sur la nouvelle moto. Et Ouais. j'espère qu'il y aura de la bagarre, j'espère qu'ils vont être en mesure d'aller se battre. Euh, j'ai très très hâte de voir Debise. J'espère un podium, une vraie victoire pour Debise sur la saison 2024 parce qu'il le mérite et parce qu'il en est vraiment pas loin à Manicourt. Mm. S'il pouvait faire ça à Manicourt quand on y sera, on apprécierait encore plus. Euh, Mais même ailleurs, c'est oui, bien aussi. mais Debise en tête. Et toi, François, au-delà du fait qu'on te souhaite d'officier sur plein de courses Superbike l'année prochaine, qu'est-ce que tu attends de cette saison? Alors moi mes attentes ça va être toujours les belles bagarres comme on a eu ces 2 dernières saisons avec Toprak. Donc là vraiment je souhaite que Toprak puisse se bagarrer avec la BMW devant. Après en super sport j'aimerais bien que nos Français y brillent vraiment. Le Graal ce serait de passer mon drapeau français à Debis pour une victoire à Manicourt l'année prochaine. Et puis après, oui, en 300, je suis un petit peu moins, donc on va donner un maximum de bonnes énergies à Dizora. Et puis voilà, quoi, qu'on ait des belles batailles, du beau spectacle, et ce sera déjà vraiment On est très bien. vraiment au monde des bisounours chez Seki en Poland. Mais après, si on pouvait changer de champion là en Superbike, ce serait cool quand même. Tu vas nous en donner un. Après, moi, s'il y a Rinaldi qui se sort les doigts et qui nous fait un truc la saison prochaine, j'en serais très contente aussi parce que c'est un pilote que j'aime beaucoup. Un petit Rinaldi, un petit Lequena qui, je sais pas, se réveille et fait quelque chose aussi. C'est des pilotes pour qui. En fait, vous remarquerez quand même que j'ai de l'affection pour des pilotes qui font pas grand-chose, hein. Que ce soit dans n'importe quelle catégorie. Euh, je ne lâcherai pas mon fan club de Vietti, vous inquiétez pas. Mais oui, je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, les garçons. C'est tout pour nous. On se retrouve très bientôt pour un épisode où on va revenir à nos premiers amours, c'est le MotoGP, parce qu'on va commencer à parler de la saison 2024 déjà. Euh, on se retrouve très vite. Et puis pour le Superbike, on va essayer d'être un peu plus assidu en 2024, de vous faire au moins 2-3 épisodes. Ça évitera qu'on se fasse gronder en fin de saison, qu'on n'en ait pas fait assez. Je le rappelle, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Discord, Instagram, etc., etc. Vous pouvez retrouver François, qui était notre invité du jour sur Twitter également, qui râle autant que Pierre et moi, donc vous ne serez pas dépaysagés. Et puis voilà. Des- Dépaysé. Non, mais ça Dépaysé. va, vous avez compris, les garçons. Je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à dire ce mot, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Pierre, Stéphane et François. Merci François encore une fois d'être venu avec nous ce soir. Et je vous dis à très vite, les garçons. Ouais, bientôt. Merci, ouais, c'était cool. Merci pour l'invite. Bonne saison à tous.